social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour votre émission Toc Toc. Nous sommes aujourd'hui, lundi 21 mars 2016. Nous nous retrouvons pour le numéro 004. Pour ce numéro, nous recevons en studio notre confrère Arimia Chanyao. Il est le directeur de publication du journal Nouvelle Opinion. Bonjour, confrère. Junior, bonjour. Bonjour à tous les Togolais qui sont branchés sur la LCF et qui nous suivent en ce moment. Merci d'être là. Notre second invité, notre deuxième invité ce matin, s'appelle Ildefonse Akbaki. Il est le directeur de la Gazette du Togo. Bonjour Ildefonse. Bonjour Junior et bonjour à tout le monde. Alors, ceux qui nous suivent actuellement sur LCF, je vous rappelle que l'émission est en synchronisation sur City FM. City FM, c'est 89.9 FM. Alors, c'est possible de nous suivre dans vos bureaux, dans la voiture, partout où vous trouvez. Donc, cette émission est en direct sur LCF et City FM. La rediffusion, c'est à 22h30 minutes. Alors, nous allons parler de l'actualité de ces dernières heures au Togo et en Afrique. Et on aura en seconde partie un invité spécial, un analyste politique qui a pour nom M. Sir Adomayakpor. Sans tarder, on a le jingle de la une des journaux. On se retrouve pour le premier thème. La une des journaux de ce lundi, nous commençons par le correcteur hebdomadaire togolais, le correcteur. Le correcteur titre sur ce lundi « Attentats et menaces terroristes en Afrique de l'Ouest et exhibitionnisme à outrance du pouvoir togolais. Fort Gnassingbé fait peur. Les États-Unis déconseillent plusieurs pays ouest-africains à leurs concitoyens. » Décentralisation et organisation des élections locales biaisées au Togo, le document du plan caché désormais accessible, le grand complot du pouvoir démasqué, l'intégralité des 156 nouvelles communes du Togo. Direction Bénin, Bénin avec le quotidien L'Expression. Si on peut avoir la une du quotidien béninois, L'Expression qui titre aujourd'hui « Scrutin du second tour de la présidentielle avec 64,08%, Talon en passe de succéder à Yahi. Pour une élection paisible et transparente, les OSC exhortent la Sénat à proclamer les tendances ce jour. » Toujours au Bénin, nous retrouvons notre quotidien « Le Potentiel ». Le Potentiel qui titre à sa une « Patrice Talon, nouveau président de la République ». Tous les chiffres qui confirment la victoire de l'icône de la rupture. Les OSC dénoncent les magouilles dans la Takora et les collines. C'est tout pour la une des journaux. On se retrouve tout à l'heure en studio avec nos invités pour vous parler du tout premier sujet. Retour en studio avec nos confrères Ildefonse Akbaki de la Gazette du Togo et aussi Arimia Chanyao de la Nouvelle Opinion. Rebonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, sans surprise, au Bénin, il n'y a pas eu le suspense n'a pas du tout duré. Patrice Talon sera le nouveau président, il sera investi. Le 6 avril prochain, il va occuper le palais de la Marina. Son challenger, Lionel Zissou, a fait preuve de classe d'élégance politique en le félicitant dès hier. Je vous lis ce qu'il a dit. Les résultats provisoires font apparaître une victoire très nette de Patrice Talon, a déclaré dans la nuit par téléphone Lionel Zissou à l'agence France Presse, précisant que l'écart est significatif. J'ai appelé Patrice Talon ce soir pour le féliciter de sa victoire, lui souhaiter bonne chance et me mettre à sa disposition pour la préparation des dossiers de transition. J'ai eu une conversation cordiale avec lui, a ajouté le Premier ministre sortant. Ouais. Alors, je veux que tu juges, tu te prononces sur l'acte posé par Lionel Zissou hier nuit. Je crois que l'acte que Lionel Zissou venait de poser dans la nuit d'hier
vient confirmer la réussite de la démocratie chez nos voisins du Bénin. Vous savez que depuis l'avènement de la démocratie, le Bénin est compté parmi les pays qui se comportent comme ayant totalement déjà assimilé les principes démocratiques. Vous savez, depuis 1991 à ce jour, avec la victoire de Patrick Talon, le Bénin compte déjà 5 présidents. Et c'est significatif. Donc, au regard de tout cela, cette élégance dont vous faites preuve ne pouvait que surgir, surtout par rapport aux Béninois eux-mêmes qui affirment une maturité en tous les points de l'élection que nous avons connue. Cela nous rassure. Et j'avoue ici que ce qui s'est passé au Bénin, pour moi, quand nous voulons aller dans les analyses en profondeur, c'est une victoire de toute l'Afrique. Pourquoi? Parce que la manière dont la candidature de Zinsou est arrivée, d'abord il n'y avait pas de Premier ministre, on le nomme subitement, et puis il devient candidat après une certaine reprise. Je voulais parler de comment les choses ont été reprises. Au moment où l'autre, Patrick devait arriver, Lionel plutôt devait arriver, il y a eu une reprise de certains comportements qui n'existaient pas au Bénin. Donc moi, je voulais ici doiter peut-être la France, parce que l'expérience a réussi chez nos voisins de Côte d'Ivoire. On a voulu tenter de réitérer cette expérience au Bénin, et malheureusement, les Béninois, ils ont dit que l'Afrique a aussi ses leçons démocratiques à donner et que ne peut se laisser orienter par l'Occident. Alors, je retourne la même question à Ildefonse Abaki de la Gazette du Togo. Alors, Ildefonse, Lionel Zinsou a posé hier un acte qu'on ne voit pas souvent en Afrique, un acte de l'homme d'État, en reconnaissant très vite sa défaite avant même que les résultats soient compilés. Je voudrais avant tout saluer le sens de maturité. Vous avez parlé d'élégance, moi je parle plutôt du fair play politique. Je voudrais saluer ce sens de maturité politique de cet homme. Et je voudrais par-delà saluer également le peuple béninois. Le Bénin reste un et indivisible. Parce que quand ce peuple a voulu que ne lui soit pas imposé quelqu'un, il a parlé. C'est vrai que ce n'est pas seulement la victoire du peuple béninois, comme l'a dit le confrère, mais c'est la victoire de l'Afrique. Il a dit aussi. Hein. J'ai dit que c'est de l'Afrique. Oui, comme il a dit le confrère, je dis. Oui. C'est la victoire de l'Afrique. Et nous devons prendre cet exemple-là. Je voudrais également saluer toutes les institutions qui se sont impliquées dans l'organisation de cette élection-là. À travers ces institutions, on a compris qu'il y a une indépendance. Il y a cette volonté de servir de ces hommes et femmes qui les incarnent. Parce que on a entendu durant la campagne et même hier qu'ils se préparaient des choses. Achat de conscience, achat de vote et patati et patata. Mais je crois que la Sénat et la Cour constitutionnelle surtout, parce que les informations que nous avons eues faisaient état de ce que la Cour constitutionnelle, pour arriver à avoir les résultats réels, a formé 13 000 délégués qu'elle a positionnés dans les bureaux de vote. On en parlera avec notre invité, hein. On parlera de l'aspect organisationnel avec l'invité qui va venir dans 20 minutes. Et donc, je crois que le travail a été fait. Les Béninois n'ont pas voulu, ils n'ont pas souhaité, et ils ne sont pas restés les mains croisées pour qu'on leur impose quelqu'un. Donc, je salue ce peuple. Alors, Tchaniao, en reconnaissant très vite sa défaite, Lionel Zinsou a ainsi fait tomber la tension qui devait déboucher sur, parce que bon, on ne sait jamais, des éventuelles violences électorales, parce qu'il y avait des spéculations dans la nuit et du coup, il a coupé court. Oui, je crois que non seulement nous parlons de maturité chez les Béninois, y compris chez le candidat perdant,
nous sommes en train de voir que c'est un patriote. C'est quelqu'un qui aime sa patrie. Parce que lorsque vous voyez des faits, tout est blanc, et que vous avez envie de faire croire que tout est rouge, c'est en ce moment que la plupart des pays africains où les élections ont tourné à la violence, à tous ces faits que nous regrettons, c'est le fait que des gens ont les résultats en main, ils savent et ont conscience d'avoir perdu ces élections et qu'ils veulent créer une situation conflictuelle pour peut-être embraser leur pays. Ici, c'est quelqu'un qui démontre l'amour de sa patrie, qui démontre la cherté, ce que représente le Béninois dans son cœur. Et quand il sait que on a perdu et que lui, candidat, ne le dit pas le plus tôt, c'est en cela que ses partisans se disent nous avons tant, et que ça embrasse les pays. C'est à saluer et c'est à copier partout où les élections ont envie d'avoir lieu et où les gens savent que pour que la démocratie prenne effectivement, il faut que quand quelqu'un a conscience d'avoir vraiment perdu, qu'il reconnaisse sa défaite et qu'il félicite l'autre. Parce qu'au-delà des résultats qui sortent des urnes, au-delà de la fierté que l'élu a, il y a aussi cette fierté et cette volonté de voir son pays se développer, de voir les populations s'épanouir en tous sens et en tous lieux. Avec l'acte posé par Lionel Zissou, on peut confirmer ici que la démocratie béninoise se trouve en bonne santé. Oui, on le dira. Vous savez que pour en arriver là, il a fallu que, et la société civile, surtout, que cette société civile-là se batte. J'ai vu des grandes personnalités, Maître Djogbenou, j'ai vu M. Jean-Baptiste Elias du FONAC, j'ai vu M. Assogba de Alcré, qui ont appelé leurs compatriotes à agir selon leur conscience. Et ça a payé. Le confrère a fait allusion aujourd'hui, et tout à l'heure d'ailleurs, de la transparence. Oui, la transparence a prévalu, contrairement à ce que nous remarquons chez nous. Puisque nous avons chez nous l'expression apaisement. Mais l'apaisement à lui seul ne peut jamais amener ce résultat-là. Mais il faut la transparence. Vous avez vu qu'un travail collégial a été fait entre les membres de la Sénat et que le président de la Sénat ne s'est pas réfugié seul dans une salle pour donner les résultats au premier tour. Et à ce deuxième tour, vous avez vu tout le travail qui a été fait aussi. Un travail collégial qui est reposé sur la transparence. S'il n'y avait pas cette transparence, Lionel Zissou ne dira pas déjà quelques heures qu'il a été vaincu. C'est la transparence qu'il faut. Et c'est cette transparence-là qui fait éviter des violences après les élections. Mais quand il n'y a pas la transparence, c'est là où tout le monde dit « j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné ». Et ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Mieux, j'ai assisté à une scène sur la chaîne béninoise Canal 3 où le président de la Cour constitutionnelle, après avoir voté, a été approché par la presse. Mais ce qu'il a dit qui m'a fait chaud au cœur, c'est qu'on lui demandait de se prononcer sur le vote qu'il vient d'effectuer. Alors, comme étant un responsable d'une institution de la République, il dit, le professeur Théodore Olo, il a dit, vous savez très bien que j'ai un devoir de neutralité vis-à-vis de notre peuple. Vous voyez que quand les choses se passent comme ça, les populations ont la paix du cœur. Ça rassure tout le monde. Ça rassure tout le monde. Contrairement à ce qui se passe chez nous. Vous avez vu qu'au terme même de la présidentielle d'avril dernier, il a suffi que le président de la Cour constitutionnelle donne des résultats encore truffés d'erreurs parce qu'il a dit il y avait des erreurs au niveau de la CENI qui ont été transférées à la Cour constitutionnelle que la Cour constitutionnelle n'est pas arrivée à corriger puisque les totaux n'ont jamais été exacts. Vous voyez,
Et après, il exhibe son mouchoir blanc. On aura le temps d'en parler. Alors, Arémia Tchaniao, en 10 ans, le Bénin vient encore de se prendre en faisant une autre alternance. Oui. Après 10 ans, une nouvelle alternance. Tout à fait. Je crois que nous ne le dirons jamais assez. Nous avons dit sur ce plateau que le Bénin a pris une avance et qu'il est compté parmi beaucoup de pays africains où la démocratie s'est rapidement assimilée. On ne peut non plus dire que tout est rose au Bénin par rapport à cet apprentissage de la démocratie, mais par rapport à d'autres pays, le Bénin est mieux. Tout à l'heure, j'ai écouté mon confrère qui a essayé de faire un petit rapprochement du Bénin au Togo. Je voudrais dire ici que lorsqu'on parle des institutions de la République, surtout celles qui se opèrent dans le domaine des élections par rapport à ceux d'ici, comparé à celles du Bénin, nous allons dire tout simplement que ici, par exemple, quand nous prenons l'exemple de la CENI au Togo a toujours été une CENI politique. Je crois qu'il y a... C'est pareil au Bénin? Oui, mais j'en viens. Quand je dis qu'elle est politisée et que nous la comparons à celle du Bénin, où les gens ont un amour, un sérieux, les gens ont une appréhension réelle de ce que c'est que la démocratie, parce que ici, les gens sont à la CENI non pas avec l'idée d'être là pour le peuple togolais, pour le bien du Togo, mais les gens sont là comme si on était venus pour rien que pour notre parti. Et donc, ce qui fait que les bases sont souvent faussées au niveau de nos institutions. Et tout ce qu'il a relevé comme anomalie ici, je crois que il faut souhaiter que cela soit corrigé. Mais vous avez posé la question, j'en viens à la question maintenant, que le Bénin, en 10 ans, a déjà connu 5 présidents. C'est une question de constitution de tous les pays, ou une question de limitation de mandat. Vous savez qu'au Bénin, quand aujourd'hui nous parlons de talons, en 2 mandats après, peut-être s'il a chance, il partira, enfin, il partira parce qu'il y a eu à tenter de voir s'il pouvait modifier la constitution pour régner encore. Mais à partir du moment où les choses sont telles qu'elles sont au Togo, nous ne pouvons malheureusement que vivre ce que nous vivons, à plus forte raison que ici, ceux qui sont aux affaires ont en face une opposition que vous ne me démentirez pas mal organisée, une opposition qui n'a pas de stratégie de combat, parce que quand je parle combat, je parle d'élection, je ne veux pas parler d'un combat physique, mais l'opposition au Togo a manqué de se souder, a manqué de chercher les alternatives utiles. N'a pas de moyens non plus. Non, je ne parle pas de moyens. Les moyens, cette année, par exemple, la dernière élection, on a donné des sous aux opposants. Tout le monde en a... 72 millions. Oui, 72 millions contre... Non, c'est ridicule. Écoutez, attends que je vous dise quelque chose, Junior. Contre rien auparavant. C'est ridicule. Je dis, ce qui a été fait n'existait pas. Oui. Donc, il faut toujours un commencement pour toute chose. Cette fois-ci, on a essayé de donner main de vous à moi. Est-ce que l'opposition togolaise est soudée? Non. Il faut partir par ce point. Parce que quand vous n'êtes pas soudés, vous ne savez pas ce que vous voulez concrètement. Vous ne pouvez pas, en face d'un adversaire comme celui-là que les gens ont connu, vous ne pouvez pas aller lui arracher les choses, lui raver la vedette. Mais il faut que l'opposition s'organise. Dès à présent, dès maintenant que nous en parlons, il faut que l'opposition togolaise prépare 2020. Qu'elle commence par se préparer. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Quand on finit les élections et les gens perdent ces élections, ils oublient l'essentiel. On rentre dans des querelles inutiles, dans des commentaires inutiles. Et c'est quand il reste quelques mois pour une nouvelle élection qu'on commence par crier, par demander de faire chose. L'alternance dont vous parlez, je crois que la clé de l'alternance, elle est connue mieux par l'opposition que moi ici. C'est lorsque les mandats sont limités, c'est lorsque les gens savent que le mandat est déjà limité. Mais quel président viendra pour forcer les choses dans ce monde où il y a beaucoup d'interdits par rapport à ces choses-là? Donc, il faut que les gens s'organisent. Et vivement, moi, je crois que nous sommes au Togo aujourd'hui en train de parler de la révision
de la Constitution, non, des réformes oui, dans leur ensemble. Oui. Et lorsque les gens vont aller à ces réformes, je suis convaincu que si les gens s'organisent bien et qu'on va à ces réformes, on aura peut-être un mandat limité à 2 et on aura peut-être une élection à 2 tours. À chaque 10 ans, on aura un nouveau président. Et on sait que c'est déjà réglé. C'est par rapport à cela que je disais que la clé de l'alternance est connue par l'opposition, par beaucoup de gens, mieux que vous et moi ici. Le temps passe très vite, malheureusement. On va revenir sur le Bénin avec notre invité, M. Sira Doumayarbo, qui est donc un analyste politique. Mais on va parler du terrorisme. Les manœuvres militaires se multiplient dans notre pays. On a encore vu samedi dernier, où donc nos unités spéciales se sont retrouvées au niveau de Sarakawa pour faire des simulations contre le terrorisme. Est-ce que ce qui urge aujourd'hui, c'est ça l'importance, c'est l'urgence? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le problème du terrorisme aujourd'hui nécessite beaucoup plus l'apport des services de renseignement. C'est quand vous avez l'information, c'est quand les services de renseignement sont bien rodés qu'on arrive la plupart du temps à déjouer cela. Ce ne sont pas ces manœuvres-là. Ces manœuvres, vous savez que même les pays qui sont victimes de ces genre d'événements malheureux, je prends par exemple le Tchad, je prends le Cameroun, voilà, vous verrez que les terroristes attaquent également les hommes en uniforme. Alors que lorsque vous avez une information solide, lorsque les services de renseignement sont bien outillés et rodés, on arrive facilement à les démasquer. Vous avez vu ce qui s'est passé en France. Si le service de renseignement n'était pas en point, malgré qu'ils ont mis beaucoup de temps avant de mettre la main sur l'auteur même de l'attentat, on ne pouvait pas arriver là si le service de renseignement... On devait assister même à de nouvelles attaques. Voilà. Puisque c'était en vue. Oui. Ce qu'on a pu constater, et relayé par le procureur de la République, c'est que quand on perquisitionnait la chambre de Salam, oui, on a retrouvé des armes de guerre. Donc, ce qui veut dire qu'il a encore l'intention de continuer. De frapper. Alors, ce qu'il faut pour couper court, c'est d'outiller et de faire rôder comme cela se doit les services de renseignement pour que toute information tendant à menacer la République soit connue de tout le monde. Et là, il faut aussi mettre en contribution la population. Il ne faut pas, puisque c'est au niveau même de la population qu'on peut avoir les informations. Il le faut. 2 choses très importantes. C'est mieux que ce qui se fait. Alors, Tchaniao, est-ce que c'est l'urgence aujourd'hui, les manœuvres militaires, ce qui est urgent aujourd'hui? Oui, bon, je crois que les manœuvres militaires urgent. Mais au même moment que les militaires s'entraînent, puisque nous avons parlé de manœuvres militaires, ça veut dire c'est un entraînement entre militaires pour attendre toute éventualité. Au même moment que les militaires se préparent, il faut que ces militaires essayent de dire à la population que nous sommes les comportements que nous devons avoir. Par exemple, lorsque des gens sont dans une zone où ça commence par tirer, qu'est-ce que le civil qui n'a jamais eu une formation militaire, qui ne s'y connaît en rien par rapport aux armes qui crépitent, quel comportement sur le lieu il doit avoir? Il faut que le ministère de la Sécurité et tous ceux qui organisent ces manœuvres militaires-là essayent de parler aux populations. Ça, c'est un premier point. Le second point, je crois qu'il faut aussi bien, comme le confrère l'a dit, armer et outiller davantage le service de renseignement. Bon, à ce niveau, nous n'en savons rien. Nous savons que nous avons un service de renseignement au Togo. Et nous ne savons pas comment ce service travaille au fond, parce que nous ne savons pas les contours. Si à ce jour, ce service est outillé, nous ne le savons non plus. Et donc, c'est en cela que je voudrais revenir dire aussi qu'il faut davantage parler aux populations. Parce que ceux qui frappent, ils sont souvent dans la masse. C'est peut-être des frères togolais,
ou c'est des étrangers. Ils ont des complices souvent de la population. Peut-être même qu'ils n'ont même pas de complicité, ils sont même eux-mêmes ici, ils s'organisent d'une façon ou d'une autre pour attaquer. Donc il faut qu'on parle aux populations, qu'on explique aux gens. Il faut des campagnes de sensibilisation. Beaucoup plus. Et puis, il faut que déjà, lorsqu'on fait des simulations d'attaque, il faut dire aux gens que voilà ce numéro qui est plus accessible rapidement. Par exemple, je suis à Décon, je suis dans un coin, on commence par tirer rapidement, j'appuie ce numéro et les gens localisent le lieu rapidement pour venir sauver la situation. Donc quand on ne donne pas un numéro et que chaque jour on s'entraîne, alors que la population n'a pas été à fond sensibilisée, je crois que les résultats que nous attendons peuvent nous surprendre. Vous avez vu la dernière fois ce qui s'est passé à Grand-Bassam, à Abidjan. Si les gens n'étaient pas peut-être sensibilisés, préparés autrement, on serait en train de tirer pendant des heures. Personne ne saura à quel numéro ou comment faire pour que les gens viennent rapidement à ce lieu-là. Donc, il faut trouver un numéro, il faut parler sur toute l'étendue du territoire à la population qui saura les bons comportements à adopter en cas de situation. On vient de le voir avec le confrère Chaniao que le Togo ne fait pas assez contre le terrorisme. Le Togo ne fait pas quoi? Assez. C'est lorsqu'il vient de dire, le Togo ne communique pas assez. Oui, mais on l'a souligné et il a aussi souligné. J'avais mis l'accent sur le rôle que doivent jouer les services de renseignement. J'ai parlé de la sensibilisation qu'il faut au niveau de la population. Parce que, parlant justement de Grand-Bassam, les dernières informations qu'on a eues, c'est que le mode opératoire maintenant, c'est qu'on recrute localement. Ouais. Alors, si la population n'est pas tellement sensibilisée, vous voyez le dégât que cela peut provoquer. Donc, vivement que nos autorités communiquent et sensibilisent les populations pour éviter ces genres de choses. Ben, un outil dont se servent souvent les terroristes, c'est les puces de téléphonie mobile. Hein. Mais on le voit au Togo qu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a ce téléphone mobile qui continue de vendre des puces anonymes, des puces sans identification préalable. C'est des choses qu'il faut corriger. C'est des choses qu'il faut corriger. Vous allez à des conteneurs, vous allez voir des puces, vous achetez, vous partez. Oui. Or, ailleurs, dès que vous achetez, vous êtes obligé de faire l'identification sur les lieux. Justement, parce que dans les conclusions des enquêtes de Grand-Bassam, il est dit ce matin que c'est à l'aide d'une puce qu'on a pu tracer et qu'on est arrivé à mettre la main sur 3 personnes, dont 2 Ivoiriens et un Malien. Et 2 Maliens et 1 Ivoirien. Donc, c'est à travers la puce de l'Ivoirien utilisée que tout ça là est arrivé. Donc, vivement que de ce côté aussi, que les autorités se tournent vers les opérateurs de téléphonie mobile pour leur demander, pour le besoin de la cause, de faire l'identification pour que nous puissions éviter à ce niveau aussi une quelconque attaque. Alors, mesdames, messieurs, l'émission Talk Talk numéro 004 se poursuit. Tout à l'heure, on va recevoir en studio notre invité politique qui s'appelle Sir Adoumayakpo. Je rappelle que l'émission est en direct sur LCF et aussi sur City FM 89.9 FM. On marque une pause et on retrouve notre invité. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Talk Talk. Talk Talk passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité, c'est vite passé. Nous avons sur ce plateau M. Sir Adoumayakpo. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, merci de m'avoir invité. Alors avec M. Sir Adoumayakpo, nous allons parler du Bénin, mais on va parler des leçons à tirer de l'élection présidentielle du Bénin pour le Togo. On va parler essentiellement des leçons parce qu'on aura le temps d'analyser les résultats. Aujourd'hui, on parlera essentiellement des leçons. Donc, je commence. Alors, quel est le jugement que vous portez sur l'organisation pratique des 2 tours?
Ben, c'est un jugement d'appréciation qui ne peut être que positif. Parce que, en amont, ces élections, d'abord, ont été, je dirais, saisies par une participation considérable de la société civile et que toutes les institutions de la République béninoise ont fait preuve d'une noblesse démocratique qui est à saluer. Et je pense que ceci doit nous être tout à fait exemplaire pour en tirer quelques méditations pour notre pays. Mais la Sénat, qui a organisé l'élection, a fait preuve d'une grande impartialité. Ce qu'on ne voit pas souvent en Afrique francophone. Ben, les Béninois, le Bénin, depuis très très longtemps, tout de même, a quelques rois d'avance sur le Togo, puisque le Togo reste un pays tout à fait sourd politiquement sur les avancées qu'il faille mettre en œuvre, et que le peuple togolais, qui pour le moment est un peuple endormi, résigné, et doit de toute façon prendre exemple sur le peuple béninois, parce que les Béninois sont un peuple jaloux de leur acquis démocratique. Dont ils n'entendent pas s'en faire déposséder par quiconque et par quelque institution ou quelques pays étrangers. Donc ils entendent conserver ces acquis. On parle de maturité. Je ne suis pas convaincu que cela relève d'une certaine maturité, parce qu'on peut faire une confusion entre une maturité politique et une maturité démocratique. Parce que l'instinct peut pousser à vouloir conserver des acquis démocratiques sans pour autant aller dans le fond politique. Parce que ces élections, on fait l'éloge, etc. Mais ce sont des élections qui tout de même se sont passées plus sur la forme que sur le fond. Parce qu'il va falloir quand même que le candidat Patrice Talon, qui a gagné, qui est en passe de remporter les élections, se pose la question de savoir si c'est une victoire d'adhésion ou une victoire de rejet de M. Yahi Boni. Mais visiblement, on peut conclure que la défaite de Lionel Zissou signifie clairement le rejet du troisième mandat de griffe de Yahi Boni. Mais absolument, parce que Yahi Boni avait eu quelques velléités à vouloir traficoter un peu la Constitution. Il avait très envie de faire ça, parce qu'autour de lui, de façon limitrophe, il a quelques exemples sous les yeux, donc il avait envie aussi de perdurer au pouvoir. Mais le peuple béninois, qui n'est pas un peuple dépourvu de toute vaillance, a dit non. Et il n'a pas voulu. Sans quoi, l'envie première, l'envie fondamentale de Yahi Boni, c'était de se maintenir au pouvoir. Et le peuple béninois ne l'a pas voulu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il croyait qu'en allant chercher Zinsou, parce que Zinsou, le problème de Zinsou, il faut quand même relever deux problèmes. Zinsou est un grand commis de l'État. Dans le fond, Zinsou a beaucoup de qualités. Mais son problème, c'est toujours le problème que les gens doivent comprendre, c'est qu'entre le politique et la technocratie, il y a un monde. Et nous faisons souvent une confusion absolument considérable entre le politique et la technocratie. Parce que les Béninois ont eu à choisir au fond, après tout, entre quoi? Entre la suprématie d'une technocratie et le summum de l'affairisme. C'est le choix qu'ils ont eu à faire. Parce que les partis politiques béninois ont été complètement désabusés, ont été complètement disloqués, discrédités par un système évanescent. Et c'est en réalité la société civile, parce que ces hommes-là, s'ils sont des hommes d'affaires, etc., ils sont tout de même des produits. Beaucoup sont des produits du système, donc ils sont en rupture en ce moment. Mais tout de même, ce qu'il faut, nous devons tirer comme conséquence, c'est que nous ne pouvons pas continuellement avoir un système qui étrangle. C'est à nous, à vous, au peuple, de se lever pour dire non, les responsables politiques en premier, de dire mais ce qui se passe ailleurs, nous devons en tirer quelques conséquences chez nous pour que les choses avancent. On ne peut pas être assis au bord de la route et regarder les autres peuples avancer sur le plan démocratique et nous rester sans rien faire. Mais, monsieur Sir, en ce moment-là, je voudrais vous demander, vous parlez de qui? Le nous dont vous parlez de qui au fond? Ben, je parle de ceux qui dirigent ce pays.
Le Togo ou du Bénin? Je suis obligé de tirer des conséquences internes pour le Togo. Ce qui se passe au Bénin, nous devons en tirer aussi des conséquences. Nous devons prendre exemple. Parce que les élections se sont passées dans des conditions absolument non seulement apaisées, parce que je sais que c'est la chanson habituelle ici, des élections apaisées, etc. Mais c'est le système électoral qui doit être apaisé, c'est-à-dire que les institutions qui concourent à cette élection doivent être des institutions démocratiquement respectueuses des obligations et des tenants électoraux. C'est pas possible que de voir la CENI ici proclamer, voir son président proclamer tout seul les résultats. C'est pas ce qu'on a vu au Bénin. Le président de la Sénat, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était dans une logique d'ensemble, collective. Nous devons prendre quand même des exemples de chez eux pour les transposer ici. Parce qu'après tout, c'est quand même le même peuple. Nous ne sommes pas des étrangers l'un à l'autre. Nous devons tenir respect de ce qui se passe au Bénin et le transposer ici. Parce que sans quoi, nous aurons de grandes surprises. Monsieur de Mayaport, qu'est-ce qui justifie cette envie vorace de certains présidents de perdurer au pouvoir? Je crois qu'il doit y avoir une confusion psychologique par rapport à cette chose-là. Parce qu'on ne peut pas considérer que c'est une question de fortune, parce qu'ils en ont déjà, et qu'ils amoncellent toujours, donc c'est plus une question d'argent. Donc c'est une question de pouvoir. Il y a une sorte de fusion entre eux et le pouvoir qui fait que le pouvoir devient leur chose. C'est comme leur bébé. Alors comment me défaire de quelque chose dont j'estime que c'est à moi? J'ai fait une assimilation psychologique avec cette chose-là. C'est ça le problème. C'est pas une question de pouvoir financier. C'est une question de similitude, de confusion psychologique qui fait qu'ils ne veulent pas se défaire du pouvoir. Parce que après tout, les privilèges, ils ont de quoi largement en avoir, ils en ont déjà. Alors c'est ça, je pense que c'est un problème psychologique, parce que c'est pas normal. En plus, nous avons des présidents qui sont jeunes. Comment, à cet âge-là, vouloir absolument se cramponner au pouvoir? Le pouvoir, désormais, la modernité, c'est quoi? C'est l'alternance. C'est l'alternance. Vous avez fait un certain nombre d'années. Vous ne pouvez pas, à chaque fois, vouloir rester au pouvoir et confisquer. Ce qui est plus grave, c'est de confisquer la voix du peuple. Et ça n'est pas normal. Je voudrais juste vous poser une question à Cyr, parce que quand je l'entends parler de la confiscation, de tous ces mots qui reviennent, par rapport au Togo, est-ce que vous ne trouvez pas que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ont hérité d'un système ou ont hérité d'une constitution qui leur donne ce qu'ils disent? Oui, mais si vous avez hérité de quelque chose, vous êtes libre de le faire fructifier ou en tout cas d'en changer. Parce que la constitution de laquelle vous parlez, la constitution de 92, qui a été modifiée en 2002. Qui a été modifiée en 2002. Oui. Qu'est-ce qui empêche les tenants du pouvoir de retourner où? Vers l'autre constitution, ou en tout cas, dans un élan référendaire, de refaire une nouvelle constitution qui limite l'excès de pouvoir concentré dans les mains d'une seule personne. Quand vous voyez les pouvoirs du président de la République, tu vois les gens qui se battent, qui se bagarrent pour être Premier ministre ici. Mais pourquoi faire? Puisque le Premier ministre, de toute façon, il a été déconsidéré, il est complètement déqualifié par les institutions, par la Constitution, il n'a aucun pouvoir. Puisque vous avez au sein même de ce gouvernement des ministres qui sont plus puissants que le Premier ministre. Ou alors on supprime le poste de Premier ministre, on revient à une sorte de présidentialisme où c'est le président qui est le premier responsable devant l'Assemblée nationale. Ça ne sert à rien de garder un Premier ministre qui n'a pas les coudées franches. On dit c'est la faute au Premier ministre. J'entends ça, je lis ça tous les jours. Mais c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. S'il n'a pas les coudées franches, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Puisque apparemment il agit sous les instructions. Bon, mais je vous arrête. On va le Premier ministre qui n'a pas les coudées franches. Il peut démissionner. Mais bien sûr. Non, et pourquoi ça se fait pas ici? Nous allons au Bénin, nous sommes au Bénin. Vous savez, ça a trait à la personnalité, au charisme de la personne qui occupe les fonctions.
Ok, non, on repart au Bénin, vous permettez, je vais revenir à vous, chers confrères. Alors, dans l'une des spécificités de cette élection au Bénin, c'est qu'on a vu la Cour constitutionnelle qui a mis ses observateurs dans tous les bureaux de vote pour collectionner les données et qu'elle va comparer avec celles de la Sénat, une preuve tangible de transparence de cette élection. Mais tout ça me fait envie. Tout ça me fait envie. Tout le monde est content et heureux de ce qui se passe au Bénin. Mais moi, je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est que je suis très triste par rapport, si je le transpose, par rapport à ce qui se passe ici. Mais c'est une leçon qu'on peut copier chez eux. Mais pourquoi? Mais qu'attendons-nous, bon sang de bonsoir? Qu'attendons-nous? Oui, mais Sire, est-ce que vous pensez qu'au Togo, ceux qui sont élus présidents le font d'eux-mêmes ou que c'est le peuple qui agit dans les urnes? Vous savez, je ne voudrais pas procéder à un dicton en mina parce que je ne sais pas comment le transposer en français. Vous permettez ou pas? Bon, si vous avez un peuple vaillant comme le peuple béninois, et vous savez que ce peuple, vous êtes responsable politique, et que vous savez que cette approche que vous avez de tel désir intime à vous, pour vous maintenir éternellement au pouvoir, vous savez que ça ne passerait pas aux yeux du peuple. Jamais vous n'auriez cette intention absolument diabolique. C'est parce que nous sommes un peuple endormi. Vous me diriez que voilà, le peuple togolais est endormi et qu'il est sous anesthésie. Pourquoi? Parce qu'après 38 ans de pouvoir du général Eyadema, il eût été absolument gravement vacciné et qu'il a peur. Très bien. Mais à un moment donné, il va falloir se réveiller. C'est un peuple qui doit se réveiller. Tant que le peuple togolais ne se réveillera pas, je ne dis pas que le peuple togolais doit faire la révolution, mais il doit se réveiller. La société civile doit complètement s'impliquer dans la vie de ce pays pour que des choses qui sont inacceptables et qui sont appliquées tous les jours ne puissent plus l'être. C'est au peuple d'être vaillant, c'est au peuple d'être vigilant. Parce que si demain, le gouvernement se réveille et dit, bon, voilà, après tout, nous avons décidé que le président de la République va faire un 4e mandat, ensuite un 5e mandat, etc. Et il le fera. Le peuple va l'appeler. Il le fera. Parce que nous ne sommes pas un peuple jaloux d'une certaine dignité intrinsèque que doit avoir tout peuple. C'est tout. Nous sommes un peuple endormi. C'est pour ça qu'ils le font. Sauf que le peuple togolais ne dira rien du tout. Et puis ça passe comme une lettre à la poste. Mais cette fois-ci, ça ne passera plus comme ça. Monsieur Ademayate, sur les images qui nous ont été postées depuis le Bénin, on a vu le président de la CENI du Togo, qui est compté parmi la délégation de l'Union africaine, transposer ce qui se passe au Bénin. Si vous avez des remarques à faire à la CENI, une fois que le président de la CENI du Togo est présent, qu'est-ce que vous direz? Déjà, j'avais trouvé que, d'abord pour moi, qui vient d'ailleurs, ces histoires de CENI et de Sénat, pour moi, me paraissent un peu une nouveauté. Vous comprenez? Parce qu'il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de CENI. C'est les ministères de l'Intérieur qui organisent. Voilà, bon, tout ça me paraît un peu, vous savez, c'est un peu le dessous sur lequel on met le pied pour essayer de tirer quelques ficelles, c'est tout. Parce qu'on nomme ces hommes à soi, c'est tout. La CENI togolaise, j'ai toujours considéré que c'était un établissement politique, infesté de requins politiques. Vous avez des gens de partis politiques qui sont membres de cette CENI, qui sont achetés séants, c'est-à-dire que pendant qu'ils siègent, ils sont achetés proprement, vendus aux enchères. Et il y en a que les partis responsables ne peuvent même pas joindre. Et tout ça, après, le gouvernement s'est rendu compte que finalement, après tout, la CENI était politisée. Ah bon? On se rend compte maintenant que la CENI togolaise était politisée. On ne le savait pas avant. Donc, toutes les décisions, il faut en tirer les conséquences, c'est que toutes les décisions que rendait la CENI de jadis étaient des décisions politisées et politiques. En fait, c'est un aveu, et personne ne l'a souligné. C'est un aveu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer une nouvelle CENI. Alors, le problème, qui va nommer les membres de la nouvelle CENI? Moi, je propose une chose, que les membres de la nouvelle CENI qui sera mise en place sur pied soient élus. Élus par qui? Élus par le peuple. Par un scrutin uninominal? Par exemple, pour qu'ils soient élus. Le peuple va désigner les membres
de sa nouvelle CENI. Comme ça, ces décisions ne seront plus contestées. Ce serait un peu compliqué hein, dans la Écoutez, pratique. Hein. La marche vers la démocratie a toujours été un chemin compliqué. Alors là, ça m'amène à vous poser une question. C'est une idée. Comment ça. appréciez-vous le travail de l'Assemblée nationale togolaise? Puisque là, nous avons au moins des élus. Sur tous les plans. Écoutez, quand vous avez des députés qui sont incapables de rédiger des projets de loi, parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires qu'il faut à leur disposition. Alors, ça m'amène à vous demander maintenant si on élisait, le peuple togolais élisait des gens qui doivent travailler à sa CENI, quel comportement leur donnerez-vous en Il ce faut leur moment? donner les moyens, parce que c'est Non, ça. et l'Assemblée, ils n'ont pas les moyens. Il faut leur donner les moyens. Allons-y, posément. Il faut leur donner les moyens de leur travail. Il faut leur donner. Est-ce que les députés ont les Je moyens? rappelle que nous parlons de l'élection présidentielle au Bénin, Oui, mais- les leçons tirées pour le Togo. Et c'est pourquoi nous posons des questions pour que les Togolais comprennent également. On continue. Est-ce que l'Assemblée togolaise a oui ou non les moyens? Non, elle n'a pas en l'état les moyens de travailler. Alors là, on ne peut pas juger la qualité de leur travail quand on a conscience qu'ils n'ont pas les moyens. Écoutez, Bon, on laisse l'invité répondre. Si, on peut juger. Quand vous avez les députés de l'Assemblée nationale qui malheureusement n'ont pas les moyens de faire leur travail, mais pour autant, il paraît, l'absentéisme à l'Assemblée nationale est quelque chose qui est absolument à marquer. Quand vous avez des députés qui ne savent pas s'exprimer, quand vous avez des députés qui sont incapables de rédiger même 2-3 premières lignes d'un projet de loi. Bon, nous n'avons pas les preuves, M. Adomayako. Ah bon? Moi, j'ai pas les preuves quand même ici. Ah bon? Donc, nous allons évoluer, on va évoluer rapidement, on retourne au Bénin. Alors, on a vu avec cette présidentielle au Bénin l'avantage des 2 tours de scrutin. C'est ce que j'ai toujours rêvé pour ce pays. Sinon, si on s'était limité au premier tour, Lionel Zissou sera actuellement élu président et n'aura pas la légitimité du peuple. Ben, est-ce que vous connaissez beaucoup de présidents africains? Je prends le cas de ce dinosaure congolais, prescripteur d'empereur au cours de ses voyages. Hein? Est-ce que vous croyez qu'il a une certaine crédibilité à se maintenir au pouvoir et à encore couper toutes les communications téléphoniques, Internet? Hier, dans son pays, soi-disant, que des choses comme ça. C'est honteux. C'est honteux. Et on décrit la France, que la France, Zissou était le candidat de la France. Mais je rappelle une chose, c'est que Sassou Nguesso avait été remis au pouvoir par Elf, donc par la France. Il ne faut pas non plus l'oublier. Ouais. Hein, et qui est là depuis un certain nombre de temps. Et que ce monsieur n'a rien fait pour son pays. Un pays riche. Ils ont du pétrole, ils ont un peu de ci, un peu de ça. Il n'a rien fait. Il crève la dalle dans ce pays. Retournons au Bénin, s'il vous plaît. J'ai oublié Les avantages des 2 tours d'élection. Ce qui compte, c'est qu'ici, il puisse y avoir des réformes qui permettent d'avoir des élections présidentielles à 2 tours. Comme ça, vous avez le premier tour qui sélectionne, qui élimine, et le deuxième qui oppose 2 candidats. Et dans ce système, il serait beaucoup plus difficile de tricher. Il serait plus difficile de tricher dans une élection à 2 tours. C'est facile de tricher dans une élection à 1 tour. 2 tours, c'est plus difficile de tricher. Et les gens voteront ou blanc ou noir. Et avec les institutions, la CENI ou... La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, qui n'est pas une Cour constitutionnelle. Quand je vois le président de la Cour constitutionnelle qui danse, qui esquisse des pas de danse, parce qu'il a prononcé un résultat qui convenait à sa propre conscience, je trouve tout de même que ceci est fort de café. Alors, Monsieur Adomayako, êtes-vous sûr que les réformes se feront au Togo? moi, j'avais dit, il y a quelques mois, que ça n'était pas, que ça relevait d'une dominance secondaire, parce que je donnais la priorité aux réformes sociales, c'est-à-dire au mandat social. Bon, et là, il y a 2 ans, pratiquement, 1 an, déjà qui sont 1 an. Oui, après l'élection, oui, 1 an, oui. Et je ne sais pas. Bientôt 1 an, en avril. Bientôt un Oui. an. Et je ne sais pas dans quelles conditions, dans quel contexte politique ils vont devoir faire ces réformes. Parce que là, ils nous parlent déjà de commission. Commission, mais qui nomme les membres de la commission? C'est ça le problème. Quand vous êtes dans un pays d'antagonisme, dans un pays de frustration, et où tout le monde se regarde en chaîne de faïence, il est difficile de faire des réformes consensuelles. Il est absolument difficile de faire des réformes consensuelles dans un pays où tout le monde se méfie l'un de l'autre. Donc, je pense que les réformes, si de réformes devrait y avoir, il faut que ça passe par un référendum.
un référendum à penser, c'est-à-dire structuré dans une transparence académique. C'est-à-dire, non pas ce qui est en train de se passer avec les élections locales, où on déplacerait, on ferait ci, etc. Il faut, pour une fois, le président de la République devrait s'honorer à penser à l'histoire. Moi, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais? Je m'en foutrais de perdre. Si je perds aujourd'hui, je reviens demain. Je peux me représenter demain. Comme Kérékou, à l'époque. Mais bien sûr, le président de la République doit se dire, organisons des élections vraiment transparentes, indiscutables, incontestables. Si nous perdons, tant pis. Nous reviendrons, si le peuple le veut. Ainsi, on va décrisper la situation sociopolitique de ce pays et les gens, vous verrez que d'un seul arroi, les choses vont se décanter, que tout le monde sera à mesure d'apporter quelque chose au moulin du débat des idées. Ça n'est pas le cas. Une dernière question avant de faire un tour de table pour mettre fin à l'émission. Alors, qu'est-ce que la CENI et la Cour constitutionnelle togolaise peuvent tirer comme leçon chez les voisins du Bénin? Si leçon dut être tirée, je pense que ce dut l'être depuis des années. Ils ne cherchent pas à tirer quelques leçons. D'ailleurs, après tout, on dit vaut mieux tard que jamais. Oui. On peut leur concéder, leur faire bonne fortune de cette possibilité. S'ils devraient tirer quelques leçons de ce qui s'est passé au Bénin, qui se disent après tout, la question dont il s'agit non pas de nous, il s'agit du peuple de ce pays. C'est le problème essentiel, crucial, c'est le peuple de ce pays. Parce que, après tout, un homme politique, encore, ça a été une défaite de la technocratie. La technocratie ne peut pas fonctionner dans nos États. Pour la technocratie, les Blancs l'ont faite pour soutenir leurs grands hommes politiques. Et nous sommes en train de tout copier par rapport au FMI, aux études du FMI, la Banque mondiale, les choses comme ça. Si les institutions comme la Cour constitutionnelle, la CENI, voudraient entrer dans l'histoire, qu'elles se disent, si les Togolais votent blanc, il faut que les résultats fussent blancs. S'ils votaient rouge, il faut que les résultats fussent rouges. Il n'y aura plus de contestation. Et le prochain président, quel qu'il soit, s'il vient, s'il fait mal, les Togolais le renverront à ses chères études. Ainsi, la société va être décrispée. On ne peut pas vivre comme ça, chacun dans la peur. Il ne faut pas approcher telle personne, il ne faut pas dire si, parce qu'on risquera d'avoir des problèmes. Non, nos enfants souffrent. Quel est le parent ici qui voudrait que son enfant, demain, souffre encore plus durement que lui? Aucun. Et si les choses continuent comme ça, ce sera pire. C'est ça que je demande. Je demande que le gouvernement, que le président de la République, qui est le président de la République, qui est le premier responsable politique de ce pays, pense à l'histoire. Oui. Et pense à l'histoire, Oui, c'est quoi? sire. Penser à l'histoire, c'est quoi? C'est de se dire, tant pis, je travaille pour l'histoire, je travaille pour mon peuple, même si ça ne m'arrange pas, si les fruits de mes réformes ne m'arrangent pas. C'est ça, le grand homme politique. Je voudrais, enfin, vous poser Rapidement, la question. rapidement, parce qu'il nous reste une minute. Quel conseil vous donnez? Vous avez beaucoup parlé du gouvernement togolais, du président de la République. Et maintenant, je voudrais voir quel conseil ou qu'est-ce que vous avez comme appréhension des opposants togolais. Parce qu'il fut des élections où au Togo, quand on donne les résultats pendant que d'autres de l'opposition contestent ces résultats, il y en a qui s'alignent sur les résultats là, tels qu'elles sont, pour dire que voilà, c'est tel au lieu de tel qui a gagné. Je voudrais dire qu'en clair, la dernière élection, il y a une opposition qui a trouvé que le gagnant est le vrai, pendant que d'autres tentaient de contester. Et puis, tout le temps, on conteste au Togo, sans toutefois apporter les preuves de la contestation. C'est-à-dire, on nous a volé, mais comment, on ne le dit jamais au Togo. Pour vous parler du diagnostic, pour éviter les contestations, il faut au préalable extirper les graines qui prêtent à contestation. C'est pour ça qu'il faudrait qu'en amont, les choses soient claires. L'opposition togolaise qui conteste, moi j'ai trouvé dans ces dernières élections présidentielles au Togo que l'opposition togolaise avait tort de contester, puisqu'elle avait au préalable validé, entre-temps, le fichier, par exemple, Le fichier consensuel. Vous envoyez des gens
apposer leur signature, des gens, les membres de vos partis, apposer leur propre signature sur les rapports de la francophonie, des membres de la francophonie. Après, vous venez contester. C'est ça que je n'ai pas apprécié chez l'opposition togolaise. Vous avez joué, vous avez perdu. C'est tout. Maintenant, il faut penser à vous organiser entre vous. Ça, c'est leur problème. Et je pense que, normalement, la dignité d'un grand homme d'État, c'est-à-dire d'un homme d'État, d'un grand politique, est de se mettre au-dessus de tout ça, d'être à l'écoute, au fumet du peuple, hein, de faire immersion dans le peuple et d'être complètement introduit dans la réflexion interne. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas les basses œuvres de X et de Y. C'est une dimension absolument de grandeur politique qui nous intéresse. Cette émission tire ainsi vers sa fin. Monsieur Sir Adoumayakbo, le mot de fin de vous revient. Merci de cet honneur. Je voudrais que le peuple togolais vraiment fasse œuvre d'introspection et se dise: pourquoi nous? Pourquoi toujours nous, avec un grand N? Et de se dire, si c'est bon pour les Béninois, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas également bon pour nous. Et que les responsables politiques de ce pays se disent, nous, ça ne veut rien dire. Ce qui prime, ce qui compte, c'est le peuple. Si ça n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Mais l'essentiel, c'est le peuple. Parmi ce peuple font partie mes enfants, font partie les enfants de tout un chacun. Donc c'est tout un ensemble. J'appelle à l'union nationale pour que ce pays se lève et se dise et aille dans un même sens, au moins, jusqu'aux nouvelles élections. On ne peut pas rester en chien de faïence, on ne peut pas être divisé. S'il vous plaît, unissez-vous. Mesdames, Messieurs, cette émission s'achève ainsi. C'était Toc Toc, le 4e numéro. Nous étions en studio avec les confrères Tchaniao Aremiaou, directeur de publication de La Nouvelle Opinion. Merci Tchaniao Aremiaou d'être là. Merci également à notre ami Idelphonse Akpaki, le directeur de la Gazette du Togo. Et surtout, un grand merci à notre invité politique, M. Sir Adoumayakbo. Merci, cher citoyen d'État. Alors, on se retrouve mercredi pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 22h30 sur LCF. Je rappelle que nous étions en direct avec Radio City FM 89.9 FM. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Bon début de semaine.